À 9h47, le 15 février 1944, le lieutenant de vaisseau Nathan Gordon était assis dans le cockpit de son hydravion PBX-5 Catalina, regardant la fumée s'élever du port de Kavieng, à 65 km au nord-est. Âgé de 27 ans, avocat originaire de l'Arkansas, il était dans le Pacifique depuis 18 mois. La radio crépitait d'appels de détresse, avions abattus, équipage à la mer, batteries côtières japonaises tirant sur tout ce qui bougeait. Son Catalina, surnommé Arkansas Traveler, numéro de série 08139, transportait un équipage de 9 hommes. Configuration standard de patrouilleur bombardier. 2 moteurs Pratt et Whitney Air 1830-92 Twin Wasp, produisant chacun 1200 chevaux. Poids maximal au décollage, 16 100 kg. Vitesse de croisière, 200 km/h. L'avion le plus lent et le plus vulnérable de l'inventaire de l'US Navy. Un hydravion conçu pour la reconnaissance et la chasse aux sous-marins, pas pour le sauvetage au combat sous le feu. La mission de Gordon ce matin-là était simple. Dumbo Duty, recherche et sauvetage en attente lors d'un raid de la 5e Air Force sur Kavieng. Procédure standard. La plupart des missions Dumbo impliquaient des heures de patrouille ennuyeuses, puis un retour à la base sans incident. Gordon avait volé sur 47 missions depuis son affectation au VP-34, le Black Cat Squadron, en octobre 1942. Il avait effectué 3 sauvetages, récupéré 6 hommes au total dans des eaux calmes, loin des positions ennemies. Mais Kavieng était différent. La base japonaise la plus lourdement défendue de la mer de Bismarck. Des batteries côtières, des canons anti-aériens, peut-être même des chasseurs encore opérationnels malgré des mois de bombardements alliés. La 5e Air Force la frappait avec tout ce qu'elle avait, 70 bombardiers, des A-20 Hawk et des B-25 Mitchell attaquant à basse altitude. Le genre de bombardement qui produit soit des résultats spectaculaires, soit des pertes catastrophiques. À 9h52, l'opérateur radio de Gordon, Robert Strickler, lui tendit un message. À 20 abattus dans le port. Position de l'équipage inconnue. Escorte de P-47 demande assistance immédiate. Gordon vérifia son carburant, 6800 litres, assez pour 8 heures en vitesse de patrouille. Il regarda son copilote, John Barfield. Barfield avait 23 ans, venait du Texas. C'était sa 9e mission. Ses mains étaient déjà sur les manettes. « On y va ?» demanda Barfield. Gordon avait 3 secondes pour décider. Les protocoles Dumbo de la Navy étaient clairs. Ne pas risquer inutilement l'appareil de sauvetage, ne pas pénétrer dans les ports défendus sans escorte de chasseurs, ne pas atterrir par mer forte, ne pas prendre plus de survivants que l'avion ne peut en transporter en sécurité. Chaque protocole avait du sens. Chaque protocole les garderait, lui et son équipage, en vie. Mais les protocoles ne sauvaient pas les pilotes qui se noyaient. Gordon poussa les manettes vers l'avant. Les moteurs de l'Arkansas Traveler rugirent à pleine puissance. Le Catalina grimpa à 600 mètres et vira au nord-est vers Kavieng. Nathan Gordon n'avait jamais prévu d'être pilote dans la Navy. Il avait grandi à Morrilton, dans l'Arkansas, une ville de 3200 habitants. Son père tenait un petit cabinet d'avocats. Sa mère enseignait le piano. Gordon fréquenta la Columbia Military Academy dans le Tennessee, fut major de promotion en 1933, puis étudia à l'Arkansas Polytechnic College. Il étudia le droit à l'Université de l'Arkansas, obtint son doctorat en droit en 1939. Il ouvrit son propre cabinet à Morrilton, droit de petite ville, testament, litige foncier, défense pénale pour délits mineurs. Il rejoignit la garde nationale de l'Arkansas, servit au sein du 206e Coast Artillery, soldat à temps partiel, avocat à plein temps. C'était son plan pour les 40 prochaines années. Puis, le 7 décembre 1941 arriva. Gordon regardait un film au cinéma de Morrilton lorsque l'annonce retentit sur le haut-parleur. Les forces japonaises ont attaqué Pearl Harbor. Tout le personnel militaire doit se présenter immédiatement. Gordon sortit du cinéma, se rendit à l'armurerie de la garde nationale, se présenta pour le service. En mai 1942, il s'était déjà engagé dans la Navy. Il avait été accepté pour la formation de vol avant Pearl Harbor.
Le timing était une pure coïncidence, ou le destin. Gordon ne croyait jamais au destin. Il croyait à la préparation et au travail acharné. Mais parfois, l'univers avait d'autres plans. La formation au vol eut lieu à Jacksonville, en Floride. Instruction de vol primaire, manœuvre de base, navigation, vol en formation. Gordon était un naturel. Ses instructeurs notèrent son calme sous pression, sa capacité à prendre des décisions rapides, ses commandes précises. Il fut diplômé dans le premier tiers de sa promotion. La formation avancée se concentra sur les avions multimoteurs. Gordon apprit à piloter l'épée BUI Catalina, le bombardier de patrouille cheval de bataille de la Navy. Envergure de 32 mètres, 35 tonnes à pleine charge, ressemblant à une baleine enceinte avec des ailes. L'équipage l'appelait Dumbo, d'après l'éléphant volant de Disney. La comparaison était appropriée. Le PB-IG était lent, maladroit et parvenait quand même à voler. Mais Gordon tomba amoureux du Catalina. Sa maniabilité, la visibilité depuis le cockpit, le fait que l'on puisse l'atterrir n'importe où il y avait de l'eau. La plupart des pilotes voyaient le PBID comme un tremplin vers des avions plus rapides et plus glamour. Chasseurs, bombardiers en piqué. Gordon le voyait comme la plateforme parfaite pour ce qu'il voulait faire, aider les gens à survivre. En octobre 1942, Gordon fut affecté au VP-34, les Black Cats, basé à la base d'hydravions avancés de Samarais dans la baie de Milne, en Nouvelle-Guinée. L'escadron effectuait des missions de harcèlement nocturne, des attaques à basse altitude sur la navigation japonaise. Ils peignaient leur PBIG en noir mat, volaient à ras des vagues, larguaient des bombes et des torpilles sur des convois pris au dépourvu. Les Japonais les appelaient « oiseaux cauchemardesques ». Mais le VP-34 effectuait aussi des missions Dumbo, recherche et sauvetage, le rôle que Gordon préférait. Le sauvetage au combat nécessitait des compétences différentes du bombardement de nuit. Conscience situationnelle, timing en une fraction de seconde, la volonté d'atterrir un avion de 35 tonnes dans des conditions qui violaient toutes les règles du manuel. Gordon avait fait ses preuves. 3 sauvetages, 6 hommes sauvés. Mais il n'avait jamais tenté de sauvetage sous le feu. Jamais atterri dans un port défendu avec des batteries côtières suivant ses moindres mouvements. C'était du suicide. Tout le monde le savait. Tout le monde, sauf les pilotes qui se noyaient dans le port de Kavieng. L'Arkansas Traveler atteignit le port de Kavieng à 10h08. Gordon pouvait voir la bataille depuis 15 km. Des colonnes de fumée s'élevant des navires en feu, des tirs anti-aériens créant des bouffées noires dans le ciel, des B-25 Mitchell mitraillant les positions japonaises le long de la côte. Et dans l'eau, de petites formes, des radeaux de sauvetage, des hommes nageant. 4 P-47 Thunderbolt du 348e Fighter Group tournoyaient au-dessus. Ils avaient escorté les bombardiers. Maintenant, ils essayaient de protéger les équipages abattus. Mais les P-47 ne pouvaient pas se poser sur l'eau. Ils ne pouvaient que regarder. L'opérateur radio de Gordon établit le contact avec le chef des P-47, indicatif Crab Lead. La voix du pilote de chasse était tendue. « Dumbo, nous avons au moins 3 équipages à l'eau, 2 B-25, un A-20. Les hommes sont dispersés sur près d'1 kilomètre. Les batteries côtières japonaises sont actives. Si vous tentez cela, vous n'en sortirez pas. » Gordon reçut le message. Puis il descendit vers le port. Son mécanicien navigant, James Martin, parcourut l'appareil en vérifiant les systèmes. Le PB-8 avait un armement défensif minimal. 2 mitrailleuses de 12,7 mm dans les sabords latéraux, une mitrailleuse de 7,62 mm dans la tourelle de nez. Contre des batteries côtières et peut-être des chasseurs, elles étaient inutiles. Leur seule défense était la vitesse. Et la vitesse maximale du PB-IC, 315 km/h, n'était pas une grande défense. À 450 mètres d'altitude, Gordon pouvait voir l'état de la mer, des creux de 5 à 6 mètres. Un atterrissage serait dangereux. Un décollage pourrait être impossible. Le PB-IG avait besoin d'une eau relativement calme pour décoller. Par mer agitée, la coque pouvait se briser pendant la course au décollage. Gordon vit aussi l'équipage de l'A-20 abattu, ou ce qu'il en restait. Un champ de débris. Aucun radeau visible. Aucun survivant faisant signe.
Il fit un cercle à basse altitude, scrutant l'eau. Rien. L'équipage de l'A-20 avait disparu. Mais à 1,5 km à l'est, il repéra un radeau de sauvetage jaune. 5 hommes. Équipage d'un B-25. Ils étaient à 800 mètres du rivage. Les emplacements de canons japonais étaient clairement visibles sur la plage. Gordon pouvait voir les éclairs des canons. Les batteries côtières tiraient sur les P-47 qui tournoyaient. Il s'aligna pour son approche. Barfield annonça la vitesse et l'altitude. Martin vérifia la coque pour des fuites provenant de missions précédentes. Les mitrailleurs latéraux, William Parker et Carl Hansen, se postèrent à leur mitrailleuse de 12,7 mm. Pas que cela importât beaucoup. On ne gagne pas un duel avec des batteries côtières avec des mitrailleuses latérales. À 60 mètres, Gordon s'engagea. Il réduisit les gaz au ralenti. Le Catalina descendit vers les creux. Le timing devait être parfait. Frapper une vague de travers et la coque se briserait. Arriver trop vite et il ferait un tonneau. Trop lent et il décrocherait et tomberait comme une pierre. Gordon sentait l'appareil, chaque vibration, chaque rafale de vent. Il avait déjà atterri avec des PBI par mer agités, mais jamais aussi agités, jamais aussi près des canons ennemis. À 10h23, l'Arkansas Traveler se posa. La coque frappa le sommet d'une vague. L'impact fut brutal. 7 G. Gordon sentit ses dents claquer. Strickler, l'opérateur radio, fut projeté contre sa console. L'appareil rebondit, retomba sur la vague suivante. Un autre impact. De l'eau gicla sur le pare-brise. La coque gémit. Des rivets sautèrent. Des joints éclatèrent. L'eau commença à inonder les fonds, mais ils étaient reposés et ils flottaient. Gordon garda les moteurs à faible puissance, juste assez pour maintenir la direction. Il se tourna vers le radeau de sauvetage, à 400 mètres. L'équipage du B-25 les vit et commença à ramer lentement. Les hommes avaient l'air épuisés. Ils étaient probablement dans l'eau depuis 22 minutes. L'hypothermie s'installait. Les batteries côtières japonaises ouvrirent le feu. Des canons de 25 mm. Les obus firent jaillir des gerbes d'eau à 50 mètres, puis plus près, à 30 mètres. Les artilleurs réglaient leurs tirs, trouvaient leur cible. La prochaine salve toucherait. Gordon n'avait pas le temps d'être prudent. Il poussa les manettes vers l'avant. Le Catalina s'élança à travers les creux vers le radeau de sauvetage. Son mitrailleur de nez, Samuel Davis, ouvrit le panneau avant. Il devait sortir les survivants à bord. Les artilleurs japonais ajustèrent leur visée. Des obus explosèrent à 20 mètres derrière la queue du PBI Gadig, puis à 15 mètres sur bâbord. Ils avaient la distance maintenant. Les prochains tirs toucheraient. Le Catalina atteignit le radeau. Davis lança une corde. L'équipage du B-25 l'attrapa. Davis les remonta à bord un par un. 5 hommes, tous blessés. L'un avait une fracture ouverte à la jambe gauche. Un autre avait des éclats d'obus dans le dos. Ils trébuchèrent dans l'appareil, s'effondrant sur le plancher. Gordon vérifia sa montre, 90 secondes sur l'eau. Il était temps de partir. Il poussa les manettes à la puissance maximale, 2400 chevaux. Les moteurs hurlèrent. Le Catalina commença sa course au décollage. Par mer calme, le PBI avait besoin de 600 mètres pour décoller. Avec des creux de 6 mètres, il en fallait plus, beaucoup plus. La coque frappait les vagues. Chaque impact sollicitait la structure déjà endommagée. D'autres rivets sautèrent. Plus d'eau inonda les fonds. Martin était dans les fonds avec une pompe manuelle, essayant de garder une longueur d'avance sur les infiltrations. Il perdait cette bataille. Les obus japonais se rapprochèrent. L'un explosa à 10 mètres sur tribord, assez près pour que des fragments criblent l'aile droite. Le revêtement en tissu se déchira. Pas de dommages structurels, pas encore. Mais un coup direct les achèverait. Gordon maintint le manche en arrière, gardant le nez levé. Le PBI était maintenant sur le steppe, la coque glissant sur les crêtes des vagues. La vitesse augmenta, 100 km/h, 110, 130. Pas assez. Il avait besoin de 145 pour se libérer. Un obus explosa directement devant. La gerbe d'eau engloutit le pare-brise. Gordon vola à l'aveugle pendant 3 secondes. Quand la visibilité revint,
Il était à 3 mètres dans les airs, en vol par accident. L'onde de choc de l'explosion les avait propulsés. Il lutta pour le contrôle. L'appareil volait laborieusement, à peine en l'air, lourdement surchargé de survivants et d'eau dans les fonds. La vitesse de décrochage était plus élevée que la normale. Il ne pouvait pas virer, ne pouvait pas grimper, pouvait à peine maintenir l'altitude. Les P-47 piquèrent vers les batteries côtières. Ils mitraillèrent les positions de canon japonaises. Le feu des mitrailleuses de 12,7 mm claqua. Les artilleurs japonais se mirent à couvert. Les tirs s'arrêtèrent. Gordon amena le Catalina à 150 mètres, se stabilisa, vira vers l'ouest en direction de la haute mer. Il l'avait fait. 5 hommes sauvés, un atterrissage, un décollage contre toute attente. Puis l'opérateur radio lui tendit un autre message. 2 autres équipages de B-25 abattus. Emplacements différents, à 1,5 km au nord-ouest. 4 hommes dans un radeau, 5 dans un autre. Les 2 radeaux dérivaient vers le rivage. Des vedettes de patrouille japonaises se déplaçaient pour les intercepter. Gordon regarda sa jauge de carburant. 5300 litres restants, suffisant pour le vol de retour à la base. Il regarda l'eau qui coulait des fonds, la coque endommagée, le revêtement d'ailes déchiré. L'Arkansas Traveler avait besoin de maintenance, de réparation. Tenter un autre atterrissage risquerait l'appareil et tout le monde à bord. Il regarda Barfield. Le visage de son copilote était pâle. Le jeune n'avait jamais connu un combat comme celui-ci. Mais Barfield hocha la tête une fois. C'était tout ce dont Gordon avait besoin. Il vira au nord-est, retour vers Kavieng. La deuxième tentative de sauvetage fut pire que la première. Les escortes de P-47 étaient à court de carburant. 2 avaient déjà fait demi-tour vers la base. Les 2 restants avaient peut-être 20 minutes de patrouille avant d'être obligés de partir. Après cela, Gordon serait seul. Il repéra le premier radeau de sauvetage à 10h47. 4 hommes, équipage d'un B-25. Ils étaient à 600 mètres du rivage, plus près que le premier groupe. Les vedettes de patrouille japonaises étaient à 800 mètres et se rapprochaient. De petits bâtiments, rapides, armés de mitrailleuses. S'ils atteignaient les survivants en premier, ces hommes passeraient le reste de la guerre dans des camps de prisonniers. S'ils survivaient. Gordon n'avait pas le choix sur le timing. Il devait se poser maintenant avant que les vedettes n'arrivent. L'état de la mer ne s'était pas amélioré. Toujours des creux de 5 mètres, des conditions presque impossibles. Gordon s'aligna pour son approche. Cette fois, il arriva plus vite, toucha l'eau plus brutalement. L'impact fut pire. 8G. Quelque chose dans la structure de la coque craqua. Un longeron, un élément structurel critique, rapporta Martin depuis les fonds. Ils prenèrent de l'eau 3 fois plus vite qu'avant. La coque cédait, mais ils étaient posés. Gordon manœuvra vers le radeau. Les vedettes de patrouille les virent. Elles se dirigèrent vers le PBY, fonçant pour intercepter. 600 mètres, 5 cents. La distance se réduisait rapidement. Les 2 P-47 restants piquèrent vers les vedettes. Ils les mitraillèrent. Une vedette explosa, l'autre fit demi-tour, laissant une traînée de fumée. Les P-47 avaient ordonné à Gordon du temps. Peut-être 2 minutes. Davis sortit les 4 survivants à bord. Tous blessés, l'un inconscient. Ils s'effondrèrent d'un sur le plancher à côté des 5 premiers rescapés. 9 hommes, maintenant. Le PB-8 était déjà surchargé. Et Gordon devait redécoller. Il poussa les manettes vers l'avant. Les moteurs répondirent. Mais l'appareil ne bougea pas. Ils étaient coincés. La coque endommagée s'était enfoncée plus profondément dans l'eau. Le poids supplémentaire des survivants et des infiltrations. Le PBY se débattait dans les creux comme une baleine mourante. Gordon coupa les gaz, attendit qu'une grosse vague les soulève. Quand elle arriva, il donna pleine puissance. Le Catalina s'élança vers l'avant. La coque se libéra. Il bougeait. La course au décollage fut brutale. Chaque impact de vague menaçait de briser l'appareil. Gordon pouvait entendre le métal gémir. Des rivets se cisaillaient. Son mécanicien navigant criait sur l'interphone. La pompe de cale avait lâché. Il coulait. À 110 km/h, Gordon tira sur le manche. Trop tôt. Trop lent. Le PBX s'éleva laborieusement. Décrocha. Retomba sur les vagues. Heurta violemment. L'impact brisa le flotteur droit.
Le flotteur d'aile s'effondra. L'aile droite s'abaissa vers l'eau. Gordon appliqua pleine gouverne à gauche. Il maintint l'aile levée, remit les gaz. Les moteurs surchauffaient. Les jauges de pression d'admission indiquaient le rouge. Il s'en moquait. Il avait besoin de puissance. Maintenant, le PBI accéléra. 100 km/h, 110, 130. Gordon tira à nouveau. Cette fois, l'appareil resta en l'air, à peine. 15 mètres, 30. Montant à 30 mètres par minute, plus lent qu'un ascenseur, mais montant. Les deux P-47 se formèrent sur ses ailes. Leur chef de patrouille passa à la radio. « Dumbo, nous sommes Winchester, à court de munitions. Nous rentrons à la maison. Vous êtes seul. » Les chasseurs s'écartèrent. Gordon était seul. Puis Strickler lui tendit un troisième message. Un autre B-25 abattu. Équipage de 5 hommes. Radeau de sauvetage à 600 mètres du rivage. Plage différente. Même port. Les défenses japonaises étaient maintenant alertées. Chaque canon de Kaviang le suivrait à la trace. Gordon n'hésita pas. Il fit demi-tour vers le port. Son équipage ne protesta pas. Ils avaient déjà accepté ce qui se passait. Soit ils allaient sauver chaque homme dans ce port, soit mourir en essayant. Probablement les deux. Le troisième atterrissage était impossible. Gordon savait que c'était impossible. Tout pilote qui avait jamais piloté un PBIG savait qu'on ne pouvait pas poser un appareil endommagé par mer forte sans couverture de chasse et s'attendre à survivre. Les calculs ne fonctionnaient pas. La physique ne fonctionnait pas. Rien ne fonctionnait dans cette situation. Il le fit quand même. À 11h14, l'Arkansas Traveler se posa pour la troisième fois. L'impact effondra la structure de coque déjà endommagée. L'eau inonda les fonds plus vite que Martin ne pouvait pomper. Ils coulaient. Ils avaient peut-être 3 minutes avant que l'appareil ne sombre. Gordon se dirigea vers le radeau de sauvetage. 300 mètres. Les batteries côtières japonaises ouvrirent le feu immédiatement. Elles avaient à la distance depuis les 2 atterrissages précédents. Des obus explosèrent tout autour. L'un heurta l'eau à 3 mètres de l'aile gauche. L'explosion projeta des éclats à travers la coque. Plus de trous, plus de fuites. Le Catalina atteignit les survivants. 5 hommes, tous blessés. L'un avait perdu son bras droit. Un autre avait de graves brûlures. Davis les sortit à bord. 14 survivants maintenant, plus 9 membres d'équipage. 23 hommes sur un avion conçu pour 8. Les obus japonais continuaient de se rapprocher. Gordon ne pouvait pas attendre. Il actionna les manettes. Rien ne se passa. Les moteurs étaient noyés. De l'eau dans les carburateurs. La procédure standard disait d'attendre 30 secondes, les laisser se vider, puis redémarrer. Gordon n'avait pas 30 secondes. Un obus explosa à 5 mètres sur bâbord. Il actionna les démarreurs à nouveau. Le moteur gauche toussa, prit, mourut, redémarra. Il tint. Le moteur droit ne démarrait pas, complètement noyé. Gordon prit sa décision. Il décollerait sur un seul moteur. C'était impossible. Le PBIG avait besoin des 2 moteurs à pleine puissance pour décoller par mer calme. Décoller sur un seul moteur par mer forte, surchargé et en train de couler. C'était du suicide. Il poussa la manette gauche au maximum. Le seul moteur air tiré 1830 hurla à 3000 tours par minute, bien au-delà des limites de sécurité. L'hélice devint un flou. L'appareil commença à bouger lentement, trop lentement. Gordon mit en drapeau l'hélice droite morte pour réduire la traînée. Chaque petit geste aidait. Le Catalina accéléra. 65 km/h, 80, 100. Pas assez. Ils avaient besoin de 145 sur un seul moteur, avec 23 hommes à bord dans des creux de 6 mètres. Martin était toujours dans les fonds, pompant. L'eau lui arrivait à la poitrine. Il refusait de quitter son poste. Si l'appareil chavirait pendant le décollage, Martin se noierait. Il le savait. Il continua de pomper. À 110 km/h, le moteur droit soudainement pris, redémarré par le vent s'engouffrant dans l'hélice. Gordon ajusta rapidement le mélange, le sortit du drapeau. Le moteur rugit. Pleine puissance. Maintenant, ils avaient une chance. Gordon maintint le nez levé. Le PBIG frappa les creux.
Chaque impact menaçait d'être le dernier. La coque était à ce stade plus trou que métal, maintenue ensemble par la volonté et l'habitude. À 135 km/h, Gordon tira. Le Catalina s'éleva, retomba, s'éleva à nouveau, décrocha, retomba sur les vagues, heurta si fort que Davis, à l'avant, fut assommé. Mais ils rebondirent, heurtèrent une autre vague, rebondirent plus haut. Soudain, ils étaient en vol. 6 mètres, 15, 30, toujours en montée. Un obus japonais explosa directement sous eux. L'onde de choc souleva le PBI Gear de 15 mètres supplémentaires, les aidant à prendre de l'altitude. Même l'ennemi les aidait maintenant. Gordon se stabilisa à 150 mètres. Il évalua les dégâts. La coque était déchiquetée. Les 2 ailes avaient hors des trous. Le flotteur droit avait disparu. La queue montrait des dommages d'éclat. Le carburant fuyait du réservoir de l'aile gauche. Il perdait 75 litres par minute. Mais les 23 âmes à bord étaient vivantes et ils volaient. Strickler lui tendit un 4e message. Équipage d'un B-25, 6 hommes, radeau de sauvetage à 800 mètres de l'emplacement précédent. Gordon regarda son carburant, 2270 litres. Avec la fuite, ils avaient peut-être 40 minutes de vol, juste assez pour atteindre la base. Pas assez pour un autre sauvetage. Il fit quand même demi-tour vers le port de Kavieng. Barfield posa sa main sur le bras de Gordon. « Mon lieutenant, nous ne pouvons pas. L'appareil ne survivra pas à un autre atterrissage. » Gordon regarda son copilote. « Alors ces 6 hommes ne survivront pas du tout. » À 11h43, l'Arkansas Traveler effectua son 4e atterrissage. La coque se brisa à l'impact. La section arrière se sépara de la section avant. Il coulait immédiatement, mais il s'était déposé à 50 mètres du radeau de sauvetage. Assez près. Davis lança une corde. Les 6 membres de l'équipage du B-25 l'attrapèrent. Ils se hissèrent jusqu'à l'appareil, grimpèrent par le panneau de nez. 20 survivants, maintenant. 29 personnes au total. Gordon ne s'embêta pas à démarrer les moteurs. L'appareil était déjà sous l'eau jusqu'aux racines des ailes. Il coulait rapidement. Il arrêta les 2 moteurs, préservant le peu d'énergie qui restait. Le PBX s'enfonça plus bas, atteignit le cockpit. Gordon ouvrit la trappe d'évacuation supérieure, se prépara à évacuer. Ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, sauver 20 hommes. C'était assez. Puis il entendit un bruit, un grondement, plusieurs moteurs. Il leva les yeux. 6B-25 Mitchell. Les bombardiers qui avaient terminé leur passe sur Kavieng avaient utilisé leurs bombes, mais avaient encore des munitions. Ils revenaient pour aider. Les Mitchell piquèrent vers les batteries côtières. Ils mitraillèrent chaque position de canon japonaise. Tir de suppression, donnant à Gordon une chance. Il actionna les démarreurs. Les 2 moteurs étaient noyés, sous l'eau, morts. La procédure standard disait qu'il ne redémarrerait jamais. Gordon essaya quand même. Le moteur gauche tourna. De l'eau jaillit des échappements. Il toussa, prit, se mit à tourner, rugueux, ratant des explosions, mais tournant. Le moteur droit suivit. Les 2 moteurs produisaient peut-être 50% de puissance, fonctionnant avec un mélange de carburant et d'eau de mer. Cela ne durerait pas longtemps, mais peut-être assez longtemps. Gordon poussa les manettes vers l'avant. Le Catalina commença à bouger. La coque était complètement brisée maintenant. Seules les ailes et la structure interne les maintenaient à flot. L'eau s'engouffrait partout. Martin et 4 survivants écopaient avec leurs mains, leurs casques, tout ce qu'ils pouvaient trouver. La course au décollage était lente. Ils ne pouvaient pas se mettre sur le step. La coque était trop endommagée. Ils se débattaient à travers les creux. 65 km/h, puis 80. C'était tout. Pas assez pour voler, mais peut-être assez pour s'échapper du port. Les B-25 continuaient de mitrailler. Les batteries côtières japonaises avaient cessé de tirer, soit supprimées, soit à court de munitions. Gordon se dirigea vers la haute mer, 1 kilomètre, 2, 3, loin de Kavieng, loin des canons. À 5 kilomètres, le moteur droit cala, cassa une bielle, prit feu. Gordon l'arrêta, activa l'extincteur moteur.
Les flammes s'éteignirent. Sur un seul moteur, produisant la moitié de la puissance. Il n'allait pas rester en l'air beaucoup plus longtemps. Gordon avait besoin d'un miracle. Il en obtint un sous la forme d'un destroyer de la Navy, l'USS Red. Il patrouillait à 15 km au large. Son commandant vit le Catalina en difficulté, vit la fumée, l'appareil endommagé volant à peine. Le Red s'approcha à toute vitesse, 35 nœuds. Son équipage se prépara à recueillir les survivants. Gordon posa le PBI une dernière fois, à 50 mètres du destroyer. L'atterrissage fut doux. L'appareil était si gorgé d'eau qu'il flottait à peine. Il s'installa dans l'eau comme une baleine épuisée. L'équipage du Red lança des embarcations. Ils sortirent les 29 hommes du Catalina qui coulait. Gordon fut le dernier à partir. Il se tint sur l'aile tandis que l'Arkansas Traveler glissait sous les vagues. Numéro de série 08139. L'appareil qui avait sauvé 20 hommes disparut. Gordon monta dans le bateau de sauvetage, regarda sa montre, 12h17, 2h30. 4 atterrissages, 4 décollages, 20 survivants. La mission était terminée. Nathan Gordon retourna au VP-34 3 jours plus tard. Il vola en mission de combat pendant encore 11 mois. 2 Distinguished Flying Cross, 6 Air Medals. Il n'effectua jamais une autre mission de sauvetage comme celle de Kavieng. Rien ne s'en approcha. Le 19 septembre 1944, le vice-amiral Thomas Kincaid remit à Gordon la Medal of Honor au quartier général de la 7e flotte. Tout l'équipage de Gordon reçut la Silver Star. La citation louait sa vaillance personnelle exceptionnelle et téméraire et son incomparable pilotage dans les conditions les plus périlleuses. La Medal of Honor de Gordon fut la seule jamais décernée pour des actions à bord d'un PBI Catalina. Aucun autre pilote de sauvetage ne tenta ce qu'il avait fait. Aucun autre pilote de sauvetage ne réussit face à de telles probabilités. Après la guerre, Gordon retourna à Morrilton, reprit son cabinet d'avocat. En 1946, il se présenta au poste de lieutenant-gouverneur de l'Arkansas et servit 10 mandats sous 4 gouverneurs différents. 20 ans en politique. Il ne parlait jamais de Kavieng, ne portait jamais sa Medal of Honor en public. Quand les gens lui demandèrent de la guerre, il disait qu'il avait été pilote, rien de plus. Il mourut le 8 septembre 2008, 4 jours après son 92e anniversaire. Ses funérailles à Morrilton rassemblèrent 200 personnes, des vétérans de tout l'Arkansas. Certains d'entre eux étaient des hommes qu'il avait sauvés. Ils étaient venus dire au revoir aux pilotes qui s'étaient posés 4 fois sous le feu pour les sortir de l'océan. Le PBI Catalina servit sur tous les théâtres de la Seconde Guerre mondiale. 3308 appareils construits, plus que tout autre hydravion. Ils coulèrent des sous-marins, repérèrent des flottes ennemies, bombardèrent des navires japonais, effectuèrent des missions de reconnaissance sur des millions de kilomètres carrés d'océan. Mais on se souvient surtout d'eux pour les missions de sauvetage, pour les pilotes Dumbo comme Nathan Gordon qui volèrent dans des situations impossibles parce que des hommes se noyaient et que quelqu'un devait les aider. L'Arkansas Traveler repose quelque part au fond du port de Kavieng. Probablement. Personne ne sait exactement où. Cela n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est ce que cet appareil a accompli. 4 atterrissages, 20 hommes sauvés. Contre la physique, contre la doctrine, contre le bon sens. Un pilote, un équipage, un jour impossible.